28 juillet 2014, dans le Var. Une femme se réveille en plein milieu de la nuit à cause d'une sensation de picotement dans la gorge. L'air est sec, chaud, saturé d'une odeur de papier brûlé. Un incendie vient de se déclarer chez elle. Elle se lève à toute vitesse, dévale les escaliers juste à temps pour ne pas être blessée. Sauf que quelques heures plus tard, on découvre son corps gisant dans une mare de sang sur sa terrasse. Sa gorge est ouverte d'un côté à l'autre. Et si tu te demandes qui a tué cette femme, tu risques de ne jamais avoir la réponse. Parce que c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qui l'a poussée à la tuer. Ce lundi 29 juillet 2014, Maria Rodriguez se réveille comme à son habitude aux premières lueurs de l'aube. Sa vie est plutôt calme, puisque chaque année se déroule à peu près de la même façon que la précédente. Mais c'est justement ce qui plaît à cette femme, qui vit dans le très joli quartier des Issambres, à Roquebrune-sur-Argent. Cette zone résidentielle en bord de mer, c'est un peu le rêve de tous les retraités. Surtout de ceux qui se cherchent une petite place tranquille sous la douceur du soleil méditerranéen. En plus de ce cadre déjà plutôt sympathique, les habitants des Issambres ont la chance de profiter d'une très belle vue sur le golfe de Saint-Tropez. Ce qui en fait un lieu plutôt chic où les résidences secondaires côtoient les villas avec piscine. Mais ça, c'est quand t'es riche. Sinon, t'as vu sur le kebab du coin. Bref, Maria est loin de se plaindre de cette vie plus qu'agréable. Et puis ici, au moins, on n'est pas prêt d'entendre parler de meurtre sauvage, de règlement de compte ou de fous furieux à la machette, comme ça arrive parfois dans d'autres coins de France. D'ailleurs, c'est l'un des premiers critères qui permet aux Issambres d'attirer autant de personnes aisées sur le plan financier, la sécurité. Donc ce lundi, Maria profite de cette nouvelle matinée estivale pour admirer le soleil qui se lève sur la côte varoise. Elle se sert un café, puis quitte tranquillement son appartement pour aller saluer sa voisine et amie, Bernadette Benaïm. Les deux femmes se connaissent depuis plusieurs années et se sont beaucoup rapprochées au fil du temps. Elles habitent dans la même villa, qui est en fait divisée en 2 appartements. Maria n'a donc que quelques pas à faire pour se rendre chez Bernadette. D'ailleurs, elle l'attend sûrement comme à son habitude, puisqu'elle prend toujours son petit déjeuner au soleil vers 7h du matin. Pourtant, en arrivant au niveau de la terrasse, elle a la surprise de constater que son amie ne s'y trouve pas. Bon, évidemment, ça peut s'expliquer pour 1001 raisons. Par contre, elle s'étonne de voir que les lumières extérieures sont encore allumées, alors qu'il fait déjà jour. Comme les volets sont ouverts, Maria s'approche un peu plus, avec l'idée d'appeler Bernadette pour lui dire qu'elle est là. Et puis aussi pour être sûr que tout va bien. Sauf que c'est loin d'être le cas. Allongé derrière la table de la terrasse, le cadavre de la retraitée gît sans vie, dans un véritable bain de sang. L'horreur et le choc de cette vision sont indescriptibles pour l'ami de la victime. Mais s'ajoute à ça une sauvagerie qui les confine à la limite du supportable. Et c'est pareil pour la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez qui arrive de toute urgence sur les lieux quelques minutes plus tard. On le dit souvent, les forces de l'ordre ont l'habitude d'être confrontées à des scènes difficiles. Mais celle-ci en particulier est d'une violence exceptionnelle. D'après les premières constatations, la retraitée a reçu plusieurs coups de couteau mortels, dont un près du cœur. Un autre lui a été porté au niveau de la bouche, et il a été si brutal qu'il a arraché une dent avant de lui traverser la tête. Pourtant, c'est même pas ça le plus impressionnant. Visiblement, Bernadette a aussi été égorgée, au point d'en être presque décapitée. En fait, le crâne ne tient plus que par les vertèbres au reste du corps. Les gendarmes ne s'attendaient clairement pas à un carnage de cette envergure, et qui plus est, dans un contexte aussi improbable. Faut dire qu'à première vue, rien ne colle. Ce quartier un peu bourgeois et tranquille, où ils ne mettent pour ainsi dire jamais les pieds, et cette dame tout à fait banale, massacrée sur sa terrasse, la gorge ouverte et le cœur transpercé, comme si on avait voulu s'assurer qu'il n'y aurait pas la moindre chance qu'elle survive à l'attaque. Cette idée pousse tout de suite les enquêteurs à s'orienter vers un drame personnel. Quel qu'il soit, l'agresseur avait un but précis, que Bernadette meure et ne se relève plus jamais. Et on peut dire qu'il n'y est pas allé de main morte. La grande interrogation maintenant, c'est pourquoi ? On procède par élimination, en commençant par la piste la plus simple à écarter, mais aussi la plus évidente, celle d'un cambriolage. Même si on doute très fortement que le ou la coupable soit un inconnu, rien n'empêche qu'une connaissance, un ami ou même un membre de la famille ait eu l'idée de se débarrasser de la pauvre femme pour lui voler ses biens. Surtout qu'il suffit de jeter un simple coup d'œil à la jolie Bastide en pierre pour comprendre que Bernadette était loin d'être à plaindre sur le plan financier. Oui, mais rien ne semble avoir été volé à son domicile. D'ailleurs, la villa n'a pas été fouillée, et elle a toujours ses bagues d'une grande valeur au doigt. Les enquêteurs comprennent donc assez vite que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut fouiller. Et comme ils ont le sentiment que leurs réponses sont à chercher dans la vie privée de la victime,
Naturellement, il se tourne vers Maria Rodriguez, sa voisine et amie, pour tenter d'en apprendre plus sur le déroulé de la journée de la veille. Le simple fait de savoir si Bernadette était seule ou si elle a reçu de la visite pourrait énormément les aider. Maria tente de surpasser ses émotions et de remettre de l'ordre dans ses idées. Elle se souvient assez bien qu'elle est justement passée voir son amie en fin de journée, sur les coups de 21h. D'après elle, c'était un petit passage éclair pour se souhaiter bonne nuit. Rien de plus. Elle assure qu'au moment de la quitter, tout allait bien. Bernadette n'attendait la visite de personne et elle n'avait pas non plus une attitude étrange qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. Elle déclare même qu'elle n'a strictement rien entendu de la nuit. Ni cris, ni coups, ni appel à l'aide. Pourtant, il s'est forcément passé quelque chose entre le moment où Maria est partie se coucher peu après 21h et celui où elle a découvert le corps ensanglanté de sa voisine vers 7h du matin. Il semble même que quelqu'un ait tenté d'incendier la Bastide. Effectivement, les hommes de la gendarmerie relèvent la présence de 2 départs de feu volontaires. Le premier sur le palier de la porte d'entrée et le second sur le rebord de la fenêtre de la salle de bain. Si je dis tout de suite que c'est volontaire, c'est que dans ce cas-là, le doute ne s'installe même pas l'espace d'une seconde dans l'esprit des forces de l'ordre. Vous savez pourquoi ? Non, vous savez pas. C'est donc un très bon moment pour moi pour vous rappeler de vous abonner en activant la cloche, c'est important. Bon, en réalité, il n'y a aucun doute sur l'incendie volontaire puisqu'un arrosoir encore rempli d'essence est découvert sur la terrasse. D'ailleurs, ce dernier détail n'est pas anodin. La personne qui a allumé ces feux n'a utilisé qu'un tout petit peu de combustible, ce qui veut dire que son intention n'était sûrement pas de provoquer un grand brasier, mais juste de créer quelques flammes en brûlant du papier pour tenter d'attirer la victime à l'extérieur. Selon toute vraisemblance, Bernadette est donc tombée dans un piège. Les enquêteurs pensent que l'assassin a allumé ses feux pour la réveiller et l'a forcée à sortir sur la terrasse, où il l'attendait, muni de l'arme du crime. Une fois à l'extérieur, il aurait surgi de sa cachette et se serait jeté sur elle. Cette hypothèse s'accorde plutôt bien avec la conclusion du médecin légiste qui ne relève aucune lésion défensive. Et il détermine également que la victime a d'abord été attaquée par derrière, avec une arme semblable à un long couteau de cuisine. Les 2 premiers coups ont été portés au niveau de la gorge, puis un troisième dans le thorax, qui traverse le foie, un poumon, et termine sa course en sectionnant l'aorte. C'est aussi la déduction à laquelle parvient un expert en morpho-analyse, qui intervient pour étudier les traces et les projections de sang sur la scène de crime. Depuis que j'ai vu Dexter, ces gars-là, je leur fais plus confiance. Mais grâce à ces analyses, il confirme que l'assassin de Bernadette a agi par surprise, et qu'il n'a pas non plus déplacé le corps. Alors, qui pouvait bien en vouloir à la retraitée au point de l'attirer dans ce guet-apens mortel, soigneusement orchestré, surtout pour ne rien dérober par la suite. Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires criminelles, les gendarmes de la section de recherche commencent par mener une enquête de proximité en interrogeant les proches de la victime. Et puisqu'ils l'ont sous la main, c'est son amie, Maria, qui s'y colle la première. Les enquêteurs veulent savoir qui était Bernadette et quel genre de vie elle menait au-delà des simples apparences. Ce qui ressort en tout premier, c'est la personnalité solaire de la sexagénaire. Elle est bien connue de ses amis pour ses grands éclats de rire et sa gaieté permanente. Mais on apprend aussi qu'elle est veuve depuis à peine 1 an. Son mari, l'homme de sa vie, est décédé des suites d'une maladie. Et cette perte l'a profondément bouleversée. Sauf qu'il ne la laisse pas sans ressources. Bien au contraire. Avant de rendre son dernier souffle, ce dernier s'assure que sa femme ne manquera jamais de rien, notamment en lui léguant une belle somme d'argent, ainsi que la Bastide des Issambres. Elle emménage donc dans la jolie villa avant que Maria ne l'y rejoigne. Peu à peu, elle retrouve goût à la vie et redevient la femme rayonnante et joyeuse que ses proches connaissaient. La nouvelle vie de Bernadette commence doucement à s'écrire sous le soleil de la Côte d'Azur entre jardinage, parties de golf, sorties entre amis et rencontres amoureuses. Car oui, la veuve est aussi une belle femme qui aime prendre soin d'elle et attirer les regards des jeunes hommes sur la piste de danse. Pour terminer la soirée en beauté, bien dans son corps et sa tête, après des mois de deuil, elle fait tout simplement rimer son quotidien avec plaisir. Et elle profite à fond de ce que la vie a encore à lui offrir. Une chose que personne ne peut lui reprocher. Sauf que les gendarmes trouvent l'information plus qu'intéressante dans le cadre de l'enquête. D'autant qu'en analysant les données de son téléphone portable, ils découvrent qu'elle entretenait des conversations plus qu'explicites avec plusieurs hommes, dont certains qu'elle connaissait à peine. Et si, sans le savoir, Bernadette avait tout simplement fait entrer son meurtrier dans sa vie. La sexagénaire aimait plaire, c'est maintenant un fait. Mais on peut même aller un peu plus loin, en affirmant que quand l'opportunité de passer un peu de bon temps sous la couette avec un homme ne se présente pas,
c'est elle qui la provoque. Ça inclut les rencontres en soirée, mais aussi ses employés qui travaillent à la Bastide. Et tout le monde y passe. Tout du moins, toutes les personnes de sexe masculin ont droit à leur quart d'heure de drague ostensible. Le pisciniste, le menuisier, le jardinier, etc. Bon, en fait, les 3 hommes que je viens de vous mentionner avaient effectivement une liaison avec la victime. De quoi donner du blé à moudre aux enquêteurs, qui commencent à envisager la piste d'un triangle amoureux. À ce niveau, c'est peut-être même un octogone. En tout cas, il pourrait y avoir un amant mécontent. Bah oui, parce que ça fait quand même déjà pas mal de monde à tourner autour de la même femme. De quoi attiser haine, jalousie ou encore envie de vengeance. C'est évidemment un terreau extrêmement fertile pour un meurtre. Et puis, il y a le contexte, qui s'accorde plutôt bien avec les premières suspicions des gendarmes, à la vue du corps de la victime. Donc, ils continuent à creuser dans cette direction. Et ils apprennent que parmi tous ces amants, un seul homme se démarque aux yeux de Bernadette. Le jardinier. Il est âgé de 44 ans et s'appelle Hervé Robineau. Ça fait un bon moment qu'il travaille pour le compte de la retraitée. Et en plus de l'entretien du jardin, c'est aussi un peu l'homme à tout faire de la Bastide. D'après Maria, la relation aurait débuté quelques mois avant le meurtre de son ami et avait pris fin très récemment. La raison ? Elle était houleuse. Et c'est un doux euphémisme. Et oui, car Hervé Robineau est un père de famille marié. Faites pas les étonner, vous savez ce que je raconte chaque semaine. Bien évidemment, cette liaison a lieu dans le plus grand des secrets. Et ni Pascal Robineau, la femme d'Hervé, elle aussi employée par Bernadette en tant que femme de ménage, ni leurs 2 filles, Roxane et Audrey, âgées de 18 et 20 ans, ne se doutent de quoi que ce soit au début de leur aventure. En fait, c'est même tout le contraire. Vous connaissez l'expression qui dit « reste proche de tes amis et encore plus de tes ennemis ». Eh bah, il semble que Bernadette l'ait appliquée à la lettre. Pas dans une intention de manipulation quelconque, mais simplement parce qu'elle a toujours eu le cœur sur la main. Même s'il faut bien reconnaître que c'est une situation un peu tordue. Toujours est-il qu'à mesure que sa romance avec Hervé s'intensifie, elle se rapproche de plus en plus de sa femme et de ses filles. Elle est notamment présente aux anniversaires de la famille et offre une quantité impressionnante de cadeaux. Mais elle règle aussi régulièrement la note au restaurant à tout le monde, invite Pascal au spa, à partager un café ou à jouer au golf, et paie même le permis de conduire à l'une des filles. La confiance entre Bernadette et la famille Robineau est telle qu'elle va même jusqu'à leur demander de l'accompagner en Suisse pour récupérer une grosse somme d'argent dans un coffre. Petit à petit, la retraitée finit par devenir à la fois la meilleure amie de Pascal et une mamie de cœur pour Roxane et Audrey. Vu le contexte explosif, le jardinier a donc plutôt intérêt à ne pas commettre la moindre bourde. Et ça, justement, ça peut vous coller une sacrée pression sur les épaules. Car l'enjeu devient énorme si le poteau rose vient à être découvert. Une pression qui, de l'avis des enquêteurs, pourrait bien finir par rendre fou le plus placide des hommes. Et c'est pas Maria, l'amie de Bernadette, qui dira le contraire. Faut dire qu'elle a jamais vu cette histoire d'amour d'un très bon œil. D'après elle, Hervé serait même un homme brutal, qui aurait déjà été jusqu'à lever la main sur son ami. Malgré ça, ni l'un ni l'autre n'éprouve le désir de renoncer à cette dangereuse passion. La relation adultère se poursuit jusqu'au mois de mars 2014, 4 mois environ avant le meurtre. C'est à ce moment qu'Hervé Robineau commet l'erreur qui va tout faire basculer. Avec le temps, il est un peu moins sur ses gardes, et il oublie de plus en plus souvent de se faire discret. Donc Pascal commence à remarquer certains détails qui ne trompent pas dans son comportement. Il se parfume, alors qu'il ne le faisait jamais. Il prend davantage soin de lui, met de belles chemises et se pomponne comme un ado qui se prépare à sortir. Sauf que lui, il va simplement travailler chez sa patronne. Cet homme, qui n'avait jusqu'alors jamais vraiment prêté attention à son apparence, se métamorphose au point où ses filles se mettent à l'appeler le duc. Mais si ça amuse Audrey et Roxane, c'est une autre ambiance du côté de Pascal, qui pense tout de suite au pire. Son mari se fait beau pour une autre femme qu'elle. Et si il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas l'intention de se torturer l'esprit avec cette question très longtemps. Pour elle, il existe un moyen très rapide d'en avoir le cœur net. Et il est simple comme bonjour. Fouiller le téléphone portable de son conjoint. Malheureusement pour Hervé, il n'a jamais eu la présence d'esprit ni de supprimer toutes ses conversations compromettantes avec sa maîtresse, ni de changer son code d'accès. Donc Pascal tombe fatalement sur une montagne de messages à caractère sexuel et des photos suggestives échangées entre lui et Bernadette Benaïm, leur patronne et amie proche. Et non, il n'a pas non plus pensé à remplacer le nom de la retraitée dans sa liste de contacts. Partez du principe qu'Hervé pense pas. Évidemment, pour la mère de famille, le choc est double, et la désillusion fracassante. Non seulement elle est trahie par son mari, le père de ses enfants, mais aussi par celle qu'elle considérait comme l'une de ses meilleures amies, et en qui elle avait une confiance aveugle, mais qui en réalité
au père dans son dos. Dans ce genre de situation, le conjoint qui a été trompé peut réagir de plusieurs façons pour affronter le traumatisme. Faire table rase de tout ça, ce qui est franchement plutôt rare, placer le coupable face aux faits et déclencher une véritable guerre, ou encore choisir de faire ses valises et tourner définitivement la page. Et puis il y a ceux qui, comme Pascal Robineau, mûrissent leur vengeance en silence, sans rien dire, jusqu'au jour où ils décident qu'il est temps de passer à la caisse. C'est un peu plus d'1 mois avant le décès de Bernadette qu'a lieu ce fameux moment. Accompagnée de ses 2 filles, la femme bafouée organise un véritable tribunal de famille, devant lequel elle convoque son mari, et l'oblige à lire à haute voix tous les SMS à caractère sexuel que la sexagénaire et lui ont échangés jusqu'à maintenant. Et vu la quantité, la famille va entendre parler d'aubergines et de pêche toute l'après-midi. Mais Pascal s'en fout royalement. Elle veut que le monstre qui lui sert de conjoint assume ses actes devant ses filles. Peu importe le temps que ça prendra. En fait, ce qu'elle souhaite par-dessus tout, c'est qu'il ressente la même humiliation qu'elle a ressentie lorsqu'elle a découvert les messages. Penaud est vaincu. Hervé accepte de se plier au jeu de sa femme. De toute façon, elle est tout de suite très claire avec lui. Vu la gravité des faits, s'il veut la moindre chance de garder sa famille, il va avoir intérêt à tout faire pour se racheter. En clair, à partir de cet instant, il a intérêt à se plier aux 4 volontés de sa femme. Et ça, peu importe le prix. Sauf que l'addition qui arrive va être très salée. En moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, Bernadette vient de passer d'amis proches, voire même quasiment membre de la famille, à ennemi juré des femmes Robineau. Car Pascal n'est pas la seule à lui vouer à présent une haine sans borne. Les filles du couple se sont immédiatement rangées du côté de leur mère et partagent tout autant sa colère et son dégoût. À présent, toutes les 3 forment un clan extrêmement soudé, qui fait front commun à la fois pour punir Hervé et souhaiter le pire à sa maîtresse. À ce stade de leur enquête, les gendarmes imaginent donc sans aucune peine la montée en puissance de cette haine viscérale dirigée contre la victime, et qui aurait tout à fait pu virer à l'expédition punitive. Après tout, c'est pas parce que la majorité des meurtres sont commis par des hommes que les femmes n'en sont pas capables. Et dans ce contexte, tous les ingrédients sont réunis pour aboutir à un tel drame. Sauf qu'une autre hypothèse est aussi envisagée, celle de la mise à l'épreuve du jardinier. Ah oui, sa femme et ses filles auraient tout à fait pu le pousser à commettre le meurtre, comme une sorte d'ultimatum pour prouver la sincérité de ses remords. Ou, soyons clairs, juste pour leur faire plaisir. À présent, il devient urgent d'entendre ce que la famille Robineau a déclaré au sujet de cette sordide affaire de tromperie. Car jusque-là, toutes les informations récoltées l'ont été par le biais de Maria, l'amie de Bernadette. D'ailleurs, grâce à elle, l'enquête a fait un pas de géant en à peine quelques heures. Le soir même de la découverte du cadavre aux Isambres, Hervé, Pascal et leurs 2 filles sont convoqués à la brigade en qualité de témoins. Ils sont chacun interrogés dans une pièce séparée. Mais les auditions débutent toutes de la même façon. Raconter ce qu'ils ont fait durant les dernières 24 heures. Le père de famille déclare qu'il se trouvait chez lui la veille au soir, et qu'il a rien fait de particulier, si ce n'est aller chercher sa fille Roxane à son travail, puis prendre un léger sédatif pour la nuit, au moment de se coucher. Il aurait dormi d'une traite, jusqu'au lendemain. Lorsqu'on lui parle de la liaison qu'il entretenait depuis près d'1 an avec sa patronne, il ne cherche pas à nier. De toute façon, vu la teneur des conversations qu'il n'a jamais supprimées de son téléphone, il sait très bien que faire l'autruche ou de mentir aux autorités jouerait pas en sa faveur. Alors il admet, la tête basse, et particulièrement honteux que c'est effectivement arrivé et que c'est certainement la plus grosse bêtise de sa vie. À 23h, dans son lit, chaud comme la braise, il devait pas se dire ça. Mais bon, actuellement, il serait dans un tel état de culpabilité qu'il aurait déjà tenté de mettre fin à ses jours. C'était quelque temps après la petite réunion familiale, lors de laquelle il a dû expliquer à ses filles ce qu'il avait fait. Depuis, il serait sous antidépresseur et consulterait régulièrement un psychologue. Bon, si on peut être sûr d'une chose, c'est qu'il regrette amèrement cette liaison extra-conjugale avec la victime. Enfin, il regrette de s'être fait prendre. D'ailleurs, il ne parle que de ça. Alors qu'on rappelle quand même que sa maîtresse, patronne et amie, a été massacrée sur sa terrasse quelques heures plus tôt. Mais sur le moment, les enquêteurs se contentent de prendre des notes de ses premières déclarations. Ce qui les intéresse pour l'instant, c'est seulement de comparer les déclarations de chacun des membres de la famille, pour vérifier si elles se contredisent ou non. Pascal est donc invitée à dérouler elle aussi le récit de sa soirée de la veille. Elle raconte que de son côté non plus, il s'est rien passé d'extraordinaire. Elle est pas sortie de chez elle et elle est allée se coucher assez tôt. Mais dès qu'on lui demande de s'exprimer concernant Bernadette, elle devient tout de suite plus loquace. Et elle explique que si elle a mal vécu la trahison de son mari, c'est parce qu'il a osé le faire au moment où elle avait le plus besoin de lui.
C'est vrai qu'elle n'a pas été épargnée par la vie ces dernières années. Après s'être battue contre 2 cancers, elle a dû être opérée du dos, peu de temps avant de trouver les messages compromettants sur le téléphone de son conjoint. Malade, épuisée, Pascal plonge à ce moment-là dans le pire des cauchemars. Ça explique aussi assez logiquement pourquoi les filles, Roxane et Audrey, se sont tout de suite montrées si protectrices avec leur mère. Et concrètement, elle est bien trop fragile sur le plan physique pour avoir elle-même attaqué et tué Bernadette. Une femme qui, au contraire, était en pleine forme, sportive et en parfaite santé. Sauf que c'est pas parce que c'est pas elle qui a donné les coups mortels qu'on l'exclut pour autant de la liste des suspects. En attendant d'en savoir plus, tous les regards se tournent du côté des filles du couple. Roxane est l'aînée. C'est aussi elle qui semble avoir le caractère le plus affirmé. Pour ce qui est du début de la soirée, Audrey et elle s'accordent parfaitement et confirment le récit de leurs parents. Roxane est bien revenue de son travail avec son père, qui est parti se coucher en fin de soirée comme à son habitude avec Pascal. Puis c'est Audrey qui est rentrée de soirée vers 1h du matin. Les 2 sœurs ont discuté ensemble jusqu'à 3h, heure à laquelle Pascal s'est levé pour rappeler à ses filles qu'il serait peut-être temps d'aller se coucher. Pourtant, une petite divergence apparaît dans le témoignage d'Audrey à ce moment précis. De son côté, elle raconte que ce n'est pas sa mère, mais son père qui est descendu pour leur faire un rappel à l'ordre. Une différence qu'on peut difficilement imputer à un moment de confusion. La scène s'est pas déroulée des mois plus tôt, mais seulement la veille. Et on a du mal à se dire que l'une des 2 sœurs ait pu confondre son père et sa mère, à moins qu'il se passe des trucs bizarres à la maison. Oui, parce que même si on imagine que le parent qui s'est levé est resté un peu dans la pénombre du couloir ou de l'escalier, les voix sont facilement différenciables. Donc l'une des 2 filles a menti, et les erreurs vont pas s'arrêter là. Justement, c'est l'aînée qui commet la suivante, lorsqu'elle parle de la mort atroce qu'a subie la victime. La voix nouée par l'émotion. Elle demande aux gendarmes pour quelle raison sinistre quelqu'un aurait été jusqu'à la décapiter. Ah, c'est un point sur lequel la brigade avait reçu l'ordre formel de ne rien communiquer. Autrement dit, personne ne peut être informé de ce détail particulièrement glauque, si ce n'est les forces de l'ordre et l'assassin. Cette révélation malencontreuse est plus qu'incriminante, on est bien d'accord. Mais elle ne représente ni un aveu formel, ni une preuve à présenter devant un magistrat. Toute la famille est donc relâchée après les auditions. Par contre, on va pas les laisser filer dans la nature aussi simplement. Les déclarations d'Audrey et Roxane sont suffisamment suspectes pour qu'un juge d'instruction ordonne la mise sur écoute de toute la famille. Pendant ce temps, les gendarmes demandent les relevés détaillés des téléphones de tout le monde, ainsi que les données de localisation par antenne relais pendant la nuit du meurtre. Le crime ayant été commis dans une plage horaire située entre 23h et 7h du matin, cela permettra d'en savoir plus sur les déplacements ou non d'Hervé, de sa femme et de ses filles, qui, selon leurs déclarations, je vous le rappelle, n'auraient pas quitté leur maison jusqu'au matin. Sauf que, dès les premières comparaisons, ça commence plutôt mal. Alors qu'elle avait certifié avoir passé toute la soirée chez elle et s'être couchée tôt, Pascal Robineau est localisé à 2 reprises hors de son domicile. Une première fois le soir, aux environs de 20h, et le lendemain matin, à 7h46. Et la borne que son téléphone active coup sur coup ne se trouve ni plus ni moins qu'au quartier des Issambres, où vit justement Bernadette. La mère de famille a donc elle aussi menti concernant son emploi du temps la nuit du crime. Pour ce qui est de son mari, c'est différent. Les données GPS de son téléphone portable semblent en effet confirmer qu'il n'a pas bougé de chez lui. Même si bien sûr il est possible qu'il ait quitté la maison en le laissant sur place, ce qui est pour le coup invérifiable. Pourtant, on comprend vite qu'il a servi les mêmes mensonges que sa femme et sa fille aux gendarmes. Car on retrouve plusieurs selfies d'Audrey pris tard cette nuit-là. Et pas dans n'importe quelle pièce de la maison. La chambre de ses parents. Cette chambre, où à cette heure-ci Hervé et son épouse sont censés dormir comme des bébés. Or, visiblement, ils sont pas dans leur lit. Du coup, où se trouve-t-il? Et pourquoi inventer une histoire de toute pièce, si ce n'est pour cacher une vérité extrêmement dérangeante? Les gendarmes espèrent que le dernier téléphone, celui de Roxane, pourra les aider à y voir un peu plus clair. Mais bizarrement, il devient impossible à localiser à partir de la fin de soirée jusqu'à 11h le lendemain matin. La jeune femme l'a éteint, ce qui a stoppé sa communication avec les antennes. Là encore, on peut se demander pourquoi. Surtout quand on sait qu'elle est restée éveillée au moins jusqu'à 3h du matin. Donc on ignore où elle se trouvait au moment où Bernadette était agressée chez elle et ce qu'elle faisait. Les preuves circonstancielles et les indices impliquant les Robineau commencent à sérieusement s'accumuler sur le bureau des enquêteurs en charge du dossier. Même si les contours du meurtre sont encore flous pour le moment, il devient plus qu'évident que les 4 membres de la famille ont élaboré un plan visant à éliminer leur ancien ami.
Et les gendarmes tiennent à vérifier si le mobile de la vengeance est bien le bon. Parce qu'il ne faut pas oublier que les comptes de Bernadette étaient tous bien remplis, ce qui aurait tout aussi pu motiver le crime. Pour vérifier si cette théorie est vraie, on examine les relevés bancaires de la famille ainsi que de la victime. Mais on ne relève aucun mouvement d'argent suspect. Rien n'a bougé du côté de la défunte. Et le jardinier n'est pas devenu riche comme Crésus du jour au lendemain. Visiblement, la retraitée n'a pas été tuée pour son argent. Bon, cette piste est écartée. Donc les forces de l'ordre se concentrent entièrement sur le contexte familial et sentimental extrêmement tendu entre Bernadette et les Robineau. Justement, il se trouve que 2 semaines avant sa mort, la patronne de Pascal et d'Hervé a laissé 2 messages vocaux assez salés à l'encontre de ce dernier. Et ce qu'elle dit laisse entendre qu'elle en a gros sur le cœur. Elle traite son employé et sa famille de minables et pousse son ancien amant à l'affronter en face. À en croire les relevés téléphoniques, elle ne s'arrête apparemment pas à ce seul coup de fil. Un peu plus tard dans la journée, elle contacte aussi Pascal, avec qui elle reste 11 minutes au téléphone. Un appel qui reste un mystère. Ou presque, car les portables du couple continuent à parler. Après avoir raccroché, Pascal envoie un premier SMS à son mari, dans lequel elle lui demande des comptes au sujet de la conversation qui vient d'avoir lieu avec sa rivale. En examinant l'échange de messages qui suit, on comprend tout de suite que la retraitée a choisi la provocation, en réponse à la situation. Elle raconte à son ancienne amie à quel point Hervé et elle s'amusaient sur le plan sexuel. Elle n'hésite pas non plus à rentrer dans des détails nettement plus croustillants, et soutient même que son beau jardinier avait l'intention de tourner le dos à toute sa famille et de quitter Pascal pour elle. Sauf que ça, c'est une information dont l'épouse n'était franchement pas au courant. Et c'est pour cette raison qu'elle incendie son conjoint de messages furieux quelques minutes plus tard. Comme elle l'avait fait en apprenant la nouvelle de cette liaison, Pascal mêle de nouveau ses 2 filles à cette affaire, qui ne devrait regarder personne d'autre que son mari et elle. Mais cette fois-ci, la haine et la jalousie atteignent un point culminant. Et lorsqu'il est sommé de s'expliquer une seconde fois devant le tribunal familial, le jardinier commence lui aussi à ressentir une profonde colère à l'égard de son ancienne maîtresse. Non seulement celle-ci souffle sans arrêt sur les braises, mais sa femme et ses filles passent leur temps à lui faire payer son écart de conduite, tout en le conditionnant à haïr cette femme qui a fait voler leur bonheur en éclats. Du matin au soir, la vie d'Hervé Robineau se résume à supplier, implorer le pardon de sa femme et se faire le plus repentant possible. Par exemple, il n'a plus le droit de prendre la parole pendant les repas et n'a plus la moindre légitimité en tant qu'homme dans la maison. Mais ça suffit pas aux femmes Robineau, car plus Bernadette remue le couteau dans la plaie, plus la rancœur enfle. Et plus elle enfle, plus le père de famille doit faire acte de pénitence en se pliant aux 4 volontés de son épouse, ainsi que de ses filles. Un jour, elles exigent qu'il s'épile intégralement le corps. Un autre, qu'il se teigne les cheveux puis qu'il brûle tous ses vêtements. Ou un autre encore, qu'il soit entièrement tondu. À chaque fois, il s'exécute piteusement en espérant enfin qu'il a payé la dette de son adultère. Sauf que, c'est jamais le cas. En plus de ça, en parallèle de cette pression invivable sous son toit, il doit aussi faire face à son ancienne maîtresse passablement remontée et qui le harcèle au téléphone, comme lors de ces 2 messages vocaux retrouvés par les enquêteurs. Et encore, si c'était que ça, ce serait peut-être supportable. Mais la retraitée, dont le numéro a vite été bloqué sur le téléphone de son ex-amant, joint les actes à la parole, en se rendant jusqu'au restaurant où travaille Roxane pour provoquer le clan Robineau, ou en passant directement devant chez eux, en klaxonnant. En réalité, c'est entre Bernadette et Pascal que se joue cette guerre sans merci. Hervé, lui, est pris entre les 2 feux, qu'il a lui-même déclenché. Alors il tente par tous les moyens de convaincre son épouse que c'est elle qui l'a choisi. Le 13 juillet, il lui envoie un énième texto dans lequel il réaffirme sa haine envers Bernadette. Mais pas seulement. Je veux plus entendre parler de cette salope. Elle pourrait crever, j'en aurais rien à foutre. J'espère seulement que si je la rencontre, j'aurai pas à lui sauter à la gueule et la tuer. Bon là, il peut pas être plus clair. Et ça devrait commencer à rassurer Pascal depuis le temps qu'il insiste. Et même à la contenter, non ? Elle répond quelques secondes plus tard. Tire un trait sur cette pute. Mais un vrai. Difficile de pas lire le sous-entendu d'un ordre de mise à mort à travers ces quelques mots. D'ailleurs, les gendarmes sont pas loin d'être convaincus que la mère de famille malade a volontairement poussé son mari à assassiner sa rivale, à force d'usure et de pression. Ceci étant dit, si Hervé Robineau s'est bien rendu chez sa maîtresse cette nuit-là pour l'égorger comme le pensent les enquêteurs, il l'a fait de son propre chef, et pourra pas rejeter la faute sur qui que ce soit d'autre. Si on parvient à déterminer l'implication de chaque membre de la famille, chacun devra de toute façon porter sa propre charge. Oui, mais faut-il encore comprendre précisément ce qui s'est déroulé la nuit où Bernadette a été assassinée ? Et pour ça, les forces de l'ordre vont tenter de reconstituer les derniers faits et gestes de la famille jusqu'au moment du meurtre.
Grâce à l'étude de la téléphonie, on sait qu'Hervé se prépare à passer à l'action quelques heures avant le crime. Il envoie un message troublant et terriblement limpide à sa femme en début d'après-midi, à 14h18. Ce soir, le clair de lune sera le plus beau du monde. Il aura un goût exquis. Pour les gendarmes, cette promesse qui mélange morbide et poésie noire est le point de départ du plan. Ce plan visant à éliminer définitivement la sexagénaire de la surface de la Terre. Pour la suite de l'histoire, c'est un peu plus compliqué. Même si l'ADN permet de se faire une première idée des faits. On retrouve le marqueur génétique de Roxane Robineau sur l'arrosoir rempli d'essence abandonné sur la terrasse, et ceux de son père et de sa mère mélangés sur un rouleau d'essuie-tout, laissé lui aussi sur place et qui a servi à déclencher les 2 départs de feu. Ces relevés pourraient mener à penser qu'Hervé, sa femme et sa fille aînée ont tous les 3 commis le crime. Mais en imaginant que ces objets viennent tous du domicile de la famille, il est possible que l'ADN soit présent parce qu'ils ont été manipulés là-bas, ce qui ne prouve pas la présence formelle de l'un ou de l'autre sur les lieux du meurtre. Du coup, les enquêteurs font face à un obstacle important. Il faut savoir qui était réellement aux Isambres avant de chercher à comprendre dans quelles mains se trouvait l'arme du crime. Et ils n'ont qu'une seule idée pour ça. Faire craquer l'un des Robineau en garde à vue. Donc tout le monde est de nouveau convoqué dans les bureaux de la gendarmerie et réentendu. Sauf que, depuis leur première audition, les preuves à charge se sont largement accumulées. Et c'est Audrey, la Benjamine, qui finit par céder au bout de 2 jours. Acculée et à bout de force, elle livre un récit incroyable de la machination familiale qui a conduit à la mise à mort de l'ex-amante de son père. Nous sommes le 28 juillet 2014. Bernadette ne le sait pas, mais elle vit ses derniers instants alors que la nuit tombe doucement sur sa villa des Isambres. Pour sa part, Audrey est sortie, puisqu'elle passe la soirée chez des amis. Elle ne rentre chez elle que sur les coups d'1h du matin, et part directement se coucher. Mais au milieu de la nuit, elle se met à entendre de l'agitation dans la maison, comme si plusieurs personnes parlaient ensemble, d'une façon assez animée. Alors la jeune femme se lève, descend voir ce qui se passe au rez-de-chaussée, et tombe sur ses parents ainsi que Roxane, sa sœur. Tous 3 sont en pleine discussion. Surtout, ce qu'elle remarque, c'est qu'Hervé et Roxane se sont habillés et ont enfilé des vêtements de couleur noire. En quelques secondes, elle comprend en fait que son père et sa sœur sont sur le point de quitter la maison pour se rendre chez Bernadette. Pascal et elle restent là, à guetter leur retour. 1h30 passe avant que le duo ne franchisse à nouveau le seuil de la porte, sale et ensanglanté. Sous les yeux de ses proches, Hervé se débarrasse d'un long couteau de cuisine. Puis Roxane et lui jettent leurs vêtements souillés, avant d'aller se doucher, chacun à leur tour. Une fois ces détails réglés, une réunion de famille est aussitôt organisée dans le salon. Le jardinier prend alors la parole pour raconter à sa femme et à Audrey de quelle façon s'est déroulé le plan. Il explique, sans prendre de pincettes, qu'il s'est retrouvé nez à nez avec son ancienne maîtresse, et qu'il lui a tranché la gorge sans hésiter une seule seconde. Mais ce coup, qui devait être fatal, ne suffit pas à ôter la vie de la victime. Roxane s'en aperçoit, se saisit du couteau et achève Bernadette, d'un sang-froid terrifiant. Après le récit du meurtre, toute la famille s'entend sur une version des faits commune, à délivrer aux autorités. Celle que les gendarmes ont entendue lors de la première audition, et qui consistait à dire que les parents ont dormi toute la nuit dans leur lit, que les filles ont discuté entre elles jusqu'à 3h du matin, avant de se faire remonter les bretelles. Une scène on ne peut plus banale en réalité dans une famille normale, mais qui n'était en fait qu'un écran de fumée censé garantir aux Robineau d'emporter ce lourd secret de famille dans leur tombe. Sauf que de très nombreuses erreurs ont été commises tout au long du chemin par le couple et ses filles. Et même sans ça, l'examen des téléphones à lui seul s'est révélé être une mine d'or pour l'enquête. Il aurait suffi à lui seul pour braquer tous les projecteurs sur les 4 membres de la famille. D'ailleurs, après les révélations fracassantes d'Audrey, aucun de leurs récits ne tient plus debout. Dos au mur, le suspect principal confirme à demi-mot les dires de sa fille. Mais il tente de nuancer l'histoire en affirmant d'abord que Roxane n'a rien fait du tout. Et qu'une fois arrivé sur la terrasse de Bernadette, il aurait aperçu une ombre, pris peur, et l'aurait frappé pour se défendre, sans savoir de qui il s'agissait. Heureusement que c'était pas sa fille dans ce cas. Et donc, qu'en est-il des 2 départs de feu ? Des tenues sombres, du couteau de cuisine et des SMS qui laissent fortement croire qu'il avait prévu d'assassiner la victime. Les gendarmes vont devoir attendre un peu pour avoir la réponse d'Hervé Robineau. Et oui, le père de famille vient juste de s'évanouir sur sa chaise. Il est donc transporté à l'hôpital et, de ce fait, l'interrogatoire est interrompu. En revanche, il reste toujours l'aîné, qui n'a pas encore eu l'occasion de confronter sa version des faits à celle de sa sœur. Et en entendant les accusations portées contre elle, elle se met aussi à trembler et à entrer dans une sorte de crise d'angoisse et de nerfs. Les mots hachés, elle avoue en pleurant que tout ce qu'a dit Audrey est vrai. Sauf que, d'après elle, c'est son père,
et pas elle, qui a achevé Bernadette. Elle n'a fait qu'être présente sans porter le moindre coup à la victime. Quant à Pascal, elle feint n'avoir été au courant de rien jusqu'à ce que son mari et sa fille aînée rentrent de leur virée mortelle. D'ailleurs, elle les aurait même pas vus partir ce soir-là. Contrairement à ce que déclare Audrey. À la croire, la mère de famille est blanche comme neige dans cette histoire. Oui, mais ça prend pas avec les gendarmes, qui ont eu le temps d'étudier sa personnalité en profondeur et de mettre en relief les mois de pression psychologique et physique qu'elle a exercé sur son conjoint. Le fait qu'elle n'ait pas donné le coup fatal à Bernadette signifie pas qu'elle n'est pas impliquée dans le meurtre, loin de là. D'ailleurs, c'est aussi l'avis du juge d'instruction, et le mien. Hervé et Roxane sont placés en examen pour assassinat. Et la mère de famille est aussi inculpée pour complicité. Les 3 membres de la famille Robineau comparaissent 3 ans plus tard devant la cour d'assises du Var à Draguignan. Durant ces quelques années qui se sont écoulées, le couple a fini par se séparer définitivement. C'est Pascal qui a demandé le divorce. Et à la stupeur générale, c'est pas la seule chose qu'elle s'est contentée de faire pour préparer le procès. À présent, elle accuse son mari d'avoir agressé sexuellement Audrey et Roxane quand elles étaient petites. Une manière un peu lâche et désespérée de charger son ancien conjoint. Et surtout de concentrer tous les regards sur lui au moment où elle risque de devenir le centre de l'attention. Alors c'est donc ça sa stratégie ? Certainement. Même si, en observant un peu le contexte et qu'on réfléchit aux faits, elle n'a jamais alerté personne à ce propos jusqu'ici. En tout cas, Hervé n'accuse pas directement Pascal du meurtre de Bernadette. Devant les juges, il affirme haut et fort avoir agi seul au moment de porter les coups mortels à sa victime. Mais il déclare aussi qu'il a commis ce meurtre à la demande expresse de sa femme. Et il peut compter sur un allié de poids. Car Roxane confirme à son tour tout ce qu'il vient de dire. Elle explique aussi qu'elle était présente au moment du crime, mais n'a jamais attaqué la retraitée. Surtout, la jeune femme répète que c'est bien sa mère qui a poussé son père à commettre l'irréparable, en lui forçant la main d'une façon insidieuse. Pourtant, c'est très différent de ce qu'a soutenu Audrey, la Benjamine, au moment où elle est passée aux aveux. Elle avait déclaré que Roxane avait porté le coup fatal à la sexagénaire, sauf qu'une fois à la barre, elle se rétracte. Finalement, elle prend la défense de sa mère ainsi que de sa sœur, désignant formellement son père en tant que seul et unique coupable. 3 ans plus tard, on ne peut malheureusement que constater qu'il est encore plus compliqué de démêler le vrai du faux qu'au moment des faits. Ce qui est certain aux yeux des jurés, c'est que même si Pascal, Hervé et Roxane Robineau sont impliqués dans une mesure différente, ils sont tous 3 coupables et responsables de la mort de Bernadette. À l'issue du procès, Hervé Robineau est condamné à 20 ans de prison, Pascal à 10 ans, et Roxane, quant à elle, écope de 7 ans de réclusion criminelle. Mais la mère de famille fait appel de cette décision, ce qui conduit à un nouveau jugement. La peine d'Hervé Robineau reste la même, mais malheureusement pour elle, son ex-femme écope de 6 ans de plus, passant de 10 ans à 16 ans de réclusion criminelle. Quant à Roxane, l'évolution de sa sanction est la plus lourde, passant de 14 ans au lieu des 7 ans prononcés initialement. Alors des histoires de dingue, il suffit de se pencher pour en ramasser une sur cette chaîne, mais alors celle-là, je crois pas qu'il y ait d'équivalent sur la chaîne, même si l'affaire Sean Goff, le pasteur polygame que je t'ai raconté ici, était quand même bien barré aussi. Un grand merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, on se dit à très vite. Bye.